1993, un homme vendit pour $1 le club de motards qu'il avait passé 47 ans à construire. Son nom était Wino Willie Faulkner. Tout a commencé lors d'une course de motos en Californie en 1946, où il s'est enivré, a traversé une barrière avec sa moto et a été expulsé de son club. Mais cette expulsion l'a forcé à créer quelque chose de nouveau. Et ce qu'il a créé cette nuit-là dans un bar de Los Angeles est devenu le fondement sur lequel les Hells Angels, les Outlaws et les Bandidos construiraient plus tard toute leur identité. Ce club était les Booze Fighters. Voici leur ascension. Les hommes qui sont rentrés chez eux. En 1945, la Seconde Guerre mondiale prit fin. Et les hommes qui y avaient combattu rentrèrent dans un pays qui avait continué sa route sans eux. Les banlieues, les emplois de bureau, les épouses et les enfants qui avaient construit leur vie pendant leur absence. Le pays qui les avait envoyés à la guerre attendait désormais d'eux qu'ils rangent leur uniforme et deviennent le type d'homme dont le temps de paix avait décidé avoir besoin. Pour la plupart d'entre eux, cela ne fonctionna pas. Parmi ces hommes se trouvait un mitrailleur d'équipage de bombardiers du Pacifique, nommé William Clyde Faulkner Jr., qui revint à Los Angeles avec un vide que la vie civile ne pouvait combler, un emploi de chauffeur de camion, une épouse et 3 enfants, et un bar dans le quartier de South Central Los Angeles appelé le All American Bar, où les anciens combattants se réunissaient chaque soir pour boire du vin bon marché et du whisky bon marché ensemble, parce que c'était le seul endroit qui leur rappelait un peu ce que la guerre leur avait apporté. Pas la violence, la camaraderie. Des hommes qui avaient traversé les mêmes épreuves, assis dans la même pièce, sans avoir à se justifier devant qui que ce soit. Aux côtés de Faulkner se trouvait un homme nommé John Cameron, né en Oregon en 1915, qui faisait des courses de moto depuis l'âge de 15 ans. Rejeté du service militaire en raison de blessures causées par la compétition, Cameron dirigeait une entreprise de déchargement de marchandises à Los Angeles, où lui et Faulkner s'étaient rencontrés en 1942 avant la guerre. En 1946, les 2 hommes étaient assis dans le même bar avec la même frustration. L'armée leur avait donné la fraternité et le monde conventionnel la leur avait retirée. Une nuit du début de l'année 1946, alors que le vin venait à manquer et que le bar était encore ouvert, ils décidèrent de cesser d'attendre que le monde conventionnel la leur rende et de la reconstruire eux-mêmes. L'expulsion. Qui a tout déclenché? Avant la guerre, Faulkner était membre d'un club de motards californiens appelé les 13 Rebelles. Il les avait rejoints de nouveau après son retour. Les 13 Rebelles étaient fortement orientés vers les courses et une vie de club structurée qui convenait aux hommes recherchant l'ordre et la prévisibilité. Faulkner n'avait jamais été cet homme. S'il s'était bien comporté lors d'une course sur un quart de mile à El Cajon, en Californie, en 1946, les Booze Fighters n'auraient jamais existé. Mais bien se comporter n'était pas dans la nature de Faulkner, et ce qui se produisit lors de cette course déclencha une chaîne d'événements qui changea à jamais l'histoire de la culture motocycliste américaine. Ennuyé et ivre pendant une course qui ne l'intéressait pas, Faulkner fit passer sa moto à travers une barrière en bois jusque sur la piste et y roula jusqu'à perdre le contrôle. Les 13 rebelles lui retirèrent immédiatement son adhésion. L'homme qui avait survécu à des missions de bombardement au-dessus du Pacifique venait d'être expulsé d'un club de motards pour avoir traversé une barrière lors d'une course locale, et il n'en avait pas terminé. La conversation qui suivit commença sur la banquette arrière, enfumée de la Studebaker de Jack Lilly au début du printemps 1946, où Faulkner et un petit groupe d'anciens combattants parlèrent de créer quelque chose de nouveau. Lorsque le vin fut épuisé, ils poursuivirent la conversation à l'intérieur du All American Bar, où un habitué nommé Walt Porter les entendit et leur cria à travers la salle en les appelant les Booze Fighters. Le nom s'imposa immédiatement parce qu'il était honnête. C'étaient des hommes qui buvaient, se battaient et roulaient à moto, sans le moindre intérêt à prétendre le contraire.
Si ce rejet par les 13 rebelles n'avait jamais eu lieu, Faulkner aurait continué à rouler avec un club incapable de le contenir, et les Booze Fighters ne seraient jamais nés. Mais cela arriva, et ainsi un nom crié par un inconnu devint le fondement de l'un des clubs de motards les plus marquants de l'histoire américaine. Mais il y avait un problème. Lorsque les Booze Fighters demandèrent leur adhésion à l'American Motorcyclist Association, le président de l'AMA refusa avec une réponse qui ne laissait aucune place à l'interprétation. « Pas question, bon sang, que j'accorde une charte à un nom pareil. » L'AMA était l'organisme dirigeant de la culture motocycliste légitime en Amérique. Son refus signifiait que les Booze Fighters n'avaient aucun statut officiel. Ils existaient en dehors des limites de ce que l'AMA considérait comme le motocyclisme légitime avant même d'avoir participé à leur premier rassemblement. Cette exclusion planta une graine. Lorsque l'AMA déclara plus tard que 99% des motocyclistes respectaient la loi et que le pourcent restant était composé de hors-la-loi, les clubs qui suivirent les Booze Fighters s'approprièrent cette étiquette et bâtirent toute une identité autour d'elle. L'écusson One Percenter. Les originaux et l'écusson. Une fois le refus de l'AMA derrière eux, les Booze Fighters n'eurent pas à chercher bien loin pour trouver des membres. Les anciens combattants avec qui ils buvaient au All American Bar étaient déjà là et déjà prêts. Des hommes revenus de la guerre avec le même besoin et qui fréquentaient le même bar pour la même raison. Vern Autry, Jack Lilly, Jim Cameron, George Manker, Bobby Kelton, Red Dog Dahlgren, Dink Burns, Gil Armas, Johnny Rocchio, Johnny Davis, Fatboy Nelson, Lance Tidwell, C.B. Clausen. 16 hommes au total, presque tous anciens combattants, qui devinrent connus sous le nom des Originals et bâtirent le club à partir de rien, sans règlement ni manifeste d'aucune sorte. La philosophie fondatrice n'avait besoin d'aucun document. Rouler, faire la fête, fraternité, aucun territoire à défendre et aucune entreprise criminelle à protéger. La seule exigence était l'amour des motos et le type de loyauté que les hommes ayant connu la guerre comprenaient sans qu'on ait besoin de la leur expliquer. L'écusson du club reflétait l'homme qui l'avait créé, vert et blanc, avec une bouteille et 3 étoiles. Le dessin était basé sur l'ancienne étiquette de la bouteille de cognac Hennessy, et peu avant sa mort, la veuve de Winno Willie, Terry, en expliqua directement l'origine. Willie aimait tellement l'apparence de ces 3 étoiles qu'il les plaça en travers du corps de la bouteille. L'écusson n'avait pas été conçu pour intimider, signaler une affiliation criminelle ou marquer un territoire. Il avait été conçu pour représenter ce qu'était réellement le club. Un club de buveurs avec un problème de moto. Cette expression devint la formule qui accompagna les Booze Fighters partout pendant les 8 décennies suivantes. Et elle les décrivait avec plus de précision que tout ce qu'un publicitaire aurait pu inventer, parce qu'elle n'avait jamais été pensée comme du marketing. C'était simplement la vérité. En 1947, le club s'était développé en 3 chapitres, en Californie, à Los Angeles, San Pedro et San Francisco, faisant des Booze Fighters l'un des premiers clubs de motards en Amérique à fonctionner avec une structure à plusieurs chapitres. Les Originals avaient construit quelque chose qui était déjà plus grand que le bar où tout avait commencé. Et cet été-là, les 3 chapitres chargèrent leurs motos et partirent vers une petite ville de Californie appelée Hollister, pour un rassemblement qui devait durer un week-end et qui finit par durer une génération. Hollister 1947. L'American Motorcyclist Association avait organisé un rassemblement Gypsy Tour et des courses à Hollister, en Californie, pour le week-end du 4 juillet 1947. La ville comptait environ 4000 habitants et l'AMA s'attendait à accueillir une foule qu'elle pourrait gérer. Ce qui arriva fut environ 4000 motocyclistes, ce qui signifia que, du jour au lendemain, le nombre de personnes présentes à Hollister doubla pratiquement. Les motards dormaient sur les trottoirs, dans les parcs et dans des bars qui ne fermaient jamais, parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où les loger.
La petite ville n'avait aucune structure pour faire face à ce qui venait d'arriver à ses portes, ni aucun plan pour le gérer. L'AMA avait rejeté les Booze Fighters par leur nom 8 mois plus tôt. À présent, les Booze Fighters entraient dans un événement approuvé par l'AMA en tant qu'exclus qui n'avaient nulle part ailleurs où aller et plus rien à prouver à une organisation qui leur avait déjà clairement fait savoir ce qu'elle pensait d'eux. Le chapitre des Booze Fighters de Los Angeles n'attendit pas le début officiel du week-end pour commencer la fête. Ils commencèrent à boire au All American Bar, avant même de quitter Los Angeles pour Hollister, le jeudi précédant l'événement. Lorsqu'ils atteignirent Santa Barbara, ils étaient déjà fortement alcoolisés. À San Luis Obispo, ils étaient trop ivres pour continuer à conduire et passèrent la nuit dans une gare routière. Le lendemain matin, ils poursuivirent jusqu'à King City, où ils achetèrent davantage d'alcool dans un magasin de spiritueux, avant d'arriver finalement à Hollister, dans un état que personne les ayant vus quitter. Los Angeles n'aurait qualifié d'approprié pour prendre la route. Ce qui suivit au cours des 2 jours suivants fut plus tard décrit par un article du San Francisco Chronicle comme les 40 pires heures de l'histoire de Hollister. Des membres des Booze Fighters furent signalés en train de faire des courses dans les rues et de se battre. Environ 50 personnes furent arrêtées durant le week-end, principalement pour ivresse sur la voie publique, conduite dangereuse et trouble à l'ordre public. Mais l'incident qui marqua l'expérience personnelle de Wino Willie ce week-end-là n'avait rien à voir avec les courses ou les bagarres. Il concernait une évasion de prison qu'il essayait d'empêcher. Un autre Booze Fighter nommé Red avait été arrêté pour ivresse et conduite désordonnée, et un groupe de motards s'était rassemblé devant la prison avec l'intention de le faire évader. Wino Willie se rendit à la prison, non pas pour participer à l'évasion, mais pour l'empêcher. Il s'approcha de la foule et leur dit d'oublier leurs histoires de Far West et que Red avait besoin de se reposer. La police identifia l'homme qui parlait comme le chef du groupe et l'arrêta à sa place. Plus tard dans la journée, un juge proposa de libérer Wino Willie à une seule condition, qu'il accepte d'écouter sa femme. Wino Willie répondit au juge qu'il ne l'avait jamais écoutée jusqu'à présent et qu'il n'avait pas l'intention de commencer, puis resta en détention. Les Booze Fighters n'avaient que 15 membres présents à Hollister. 15 hommes sur environ 4000 motocyclistes présents ce week-end-là. Si les médias avaient rapporté l'événement avec exactitude, les Booze Fighters n'auraient été qu'une simple note de bas de page dans un rapport de rassemblement de l'AMA. Mais les médias ne le rapportèrent pas fidèlement et, par conséquent, 15 hommes venus dans une ville de Californie pour faire la course, boire et rouler à moto, devinrent le visage de tout ce que la société américaine craignait et enviait secrètement chez les hommes à moto. La photographie qui mentait. Le 21 juillet 1947, le magazine Life publia son récit du week-end de Hollister. L'article décrivait les événements comme les 40 pires heures de l'histoire de Hollister et comprenait une photographie qui allait devenir l'une des images les plus reproduites de l'histoire de la culture populaire américaine. La photographie montrait un homme imposant en blouson de cuir, assis sur une Harley Davidson, entouré d'un amas de bouteilles de bière brisées, buvant directement à une bouteille, avec une expression laissant penser qu'il possédait la ville et tout ce qui s'y trouvait. Wino Willie et J.D. Cameron affirmèrent jusqu'à la fin de leur vie que cette photographie avait été mise en scène. Non pas un témoignage de ce qui s'était réellement passé ce week-end-là, mais une construction destinée à vendre une histoire que les événements réels de Hollister n'avaient pas tout à fait réussi à produire à eux seuls. L'homme sur la photographie n'était pas un Booze Fighter, et les bouteilles autour de ses pieds avaient été disposées par un photographe qui comprenait qu'une image soigneusement composée du désordre voyagerait plus loin qu'un récit fidèle d'un rassemblement. Motocycliste chaotique mais largement pacifique dans une petite ville de Californie. Mais, mise en scène ou non, cette image frappa avec la puissance de quelque chose de vrai. Le motard rebelle fut propulsé dans les salons des Américains ordinaires grâce à une seule double page de magazine. Et le paradoxe qu'elle créa fut immédiat et durable. La même image qui terrorisait une moitié du pays fascinait l'autre moitié.
Les parents qui n'avaient jamais pensé au club de motards avaient désormais un visage représentant ce qu'ils étaient censés craindre, tandis que de jeunes hommes qui n'avaient jamais envisagé de faire de la moto virent cette photographie et ressentirent quelque chose qu'ils ne voulaient pas combattre. Si l'AMA avait accepté la demande d'adhésion des Booze Fighters, le cadre institutionnel de l'identité des One Percenters n'aurait jamais existé. Mais l'AMA avait déjà répondu non et, par conséquent, lorsqu'elle publia sa déclaration après les événements de Hollister, affirmant que 99% des motocyclistes étaient des citoyens respectueux de la loi et que le pourcent restant était composé de hors-la-loi, les Booze Fighters se trouvaient déjà du mauvais côté de cette ligne. Non pas à cause de ce qu'ils avaient fait à Hollister, mais à cause de ce que l'AMA avait décidé au sujet de leur nom avant même qu'aucun d'entre eux n'y arrive. L'identité des One Percenters, qui allait définir la culture des clubs de motards hors la loi pendant les 8 décennies suivantes, naquit d'une photographie mise en scène et d'une déclaration institutionnelle publiée au sujet d'un club de 15 anciens combattants qui étaient venus dans une ville de Californie pour rouler à moto et boire, avant d'être transformés en symboles par des personnes qui ne les avaient jamais rencontrés. Les Booze Fighters n'ont pas créé ce symbole. Ils ont été utilisés pour le créer, et les clubs qui bâtiraient des empires criminels sur ce symbole au cours des décennies suivantes devaient toute leur identité à un week-end que les Booze Fighters eux-mêmes ont toujours affirmé avoir été énormément exagéré. The Wild One. En 1951, un écrivain nommé Frank Rooney publia dans le magazine Harper's une nouvelle intitulée « Cyclists Raid ». Rooney suivait la couverture médiatique de Hollister et le reportage de Life Magazine, et il écrivit une histoire dans laquelle un gang de motards arrive dans une petite ville et en prend le contrôle. L'histoire était fictive, mais cette fiction était construite sur la peur que la photographie de Hollister avait implantée dans l'imaginaire américain. Un jeune producteur de cinéma nommé Stanley Kramer l'a lu et comprit immédiatement ce qu'elle pouvait devenir sur grand écran. 2 ans après la publication du reportage de Life Magazine, Stanley Kramer avait son film prêt. Le 31 décembre 1953, The Wild One fut présenté en première à New York avec Marlon Brando dans le rôle de Johnny, le chef sombre et tourmenté d'un gang de motards, et Lee Marvin dans celui de son rival Chino, un personnage directement inspiré de Wino Willie Faulkner. Le Johnny de Brando devint le premier grand symbole de la jeunesse américaine de l'après-guerre, en rupture avec la société. Et le film donna naissance à un échange qui marqua toute une génération. Une jeune femme demande à Johnny contre quoi il se rebelle, et Brando répond « What do you got ?» Wino Willie avait été engagé comme conseiller pendant la production afin d'apprendre aux acteurs comment s'habiller et se comporter sur une moto. Mais au fur et à mesure que le tournage avançait et qu'il voyait ce que le film était en train de devenir, il démissionna. C'était un ancien combattant décoré, chauffeur de camion, père de 3 enfants, qui avait créé un club de motards parce que le pays pour lequel il s'était battu ne faisait aucune place à des hommes comme lui. The Wild One transforma ce griffe bien réel en une mise en scène. Faulkner ne voulait avoir aucune part dans ce que le film était devenu. Mais ce qu'il devint changea tout, qu'il le veuille ou non. Le blouson de cuir, la moto et cette attitude d'indifférence envers une société qui avait déjà rendu son verdict devinrent un modèle de rébellion qui n'exigeait rien de ceux qui l'adoptaient, si ce n'est la volonté d'emporter l'apparence. Les effectifs des Booze Fighters augmentèrent considérablement au cours des années 1950, lorsque de jeunes hommes attirés par l'image de hors-la-loi créée par le film se présentèrent pour faire partie de ce qui l'avait inspiré. Le club que les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale avaient construit pour eux-mêmes attirait désormais des hommes qui voulaient le rejoindre parce qu'un film hollywoodien lui avait donné une apparence dangereuse. Cette ironie n'échappa pas aux hommes qui avaient réellement été présents à Hollister. Au cours des années 1960, les effectifs diminuèrent de nouveau à mesure que les anciens combattants d'origine vieillissaient et que l'élan créé par le film s'essoufflait progressivement. Les Booze Fighters se replièrent vers leur base en Californie. Mais le modèle établi par The Wild One avait déjà accompli son œuvre.
Les clubs apparus après Hollister prirent l'image que Brando avait portée à l'écran et la rendirent réelle d'une manière que ni Kramer, ni Brando, ni Wino Willie n'avaient imaginé ni souhaité. La distinction entre l'image et la réalité que Faulkner avait passé des années à expliquer ne les intéressait pas. Ils ne s'intéressaient pas aux explications. Ils s'intéressaient au pouvoir que représentait cette image et ils bâtirent autour d'elle des organisations criminelles qui s'étendraient sur 5 continents et produiraient certaines des violences les mieux documentées de l'histoire du crime organisé. Tout cela à partir d'un costume qu'un chauffeur de camion de Fresno avait refusé de porter. Ce que le club était réellement. À la fin des années 1960, les Booze Fighters étaient devenus discrets. Les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale qui avaient fondé le club vieillissaient. Les effectifs avaient diminué. L'attention du public, que Hollister et The Wild One avaient brièvement attiré sur le club, s'était déplacée vers d'autres sujets. Le club qui avait accidentellement déclenché tout le mouvement des motards hors la loi ne représentait plus qu'une fraction de ce qu'il avait été à son apogée. Et plus personne, en dehors du monde de la moto, n'y prêtait attention. Puis l'histoire se répéta. En 1975, la guerre du Vietnam prit fin et une nouvelle génération d'hommes rentra chez elle, en portant la même blessure que les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale avaient portée en 1945. Une nouvelle vague de clubs apparut après la guerre du Vietnam. Et tous ces hommes souffrirent d'une forme de ce que nous appelons aujourd'hui le PTSD. Les Booze Fighters devinrent un refuge pour les anciens combattants incapables de s'adapter au monde conventionnel, mais qui ne pouvaient pas non plus embrasser la véritable vie de hors-la-loi des clubs comme les Hells Angels, qui s'étaient transformés en organisations criminelles pendant les années où les Booze Fighters étaient restés discrets. L'équilibre que les fondateurs de la Seconde Guerre mondiale avaient trouvé en 1946 fut retrouvé par une nouvelle génération d'hommes portant les mêmes besoins et les mêmes blessures. Si le club avait été construit autour d'une entreprise criminelle, il se serait effondré lorsque les membres fondateurs auraient vieilli. Mais il avait été construit autour d'un sentiment. Et ce sentiment était accessible à tout homme revenu de n'importe quelle guerre et ayant découvert que le monde conventionnel ne lui suffisait plus. C'est ce qui permit aux Booze Fighters de survivre, alors que d'autres clubs de la même époque disparurent complètement. L'apparence du club, vue de l'intérieur, fut décrite par un homme connu sous le nom de Painless G, président d'un chapitre de Northern Virginia et tatoueur qui découvrit les Booze Fighters grâce à un motard vétéran connu sous le nom de Indian Mike. Leur relation commença au cours d'une séance de tatouage et se transforma en une invitation ouverte à venir rouler avec eux. Painless G hésita d'abord parce qu'il ne voulait pas s'engager à moitié. Mais lorsque l'invitation lui revint par l'intermédiaire d'un ami proche, il l'accepta. La période de prospect dura près d'1 an, non pas parce que Painless G en était incapable, mais parce qu'il travaillait constamment et que ses efforts passaient inaperçus jusqu'à ce que le partenaire avec lequel il avait été associé abandonne. Ce n'est qu'à ce moment-là que le chapitre réalisa tout ce qu'il avait accompli depuis le début. Le club ne recherche pas des hommes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'on les regarde. Il recherche des hommes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsque personne ne les regarde. Le moment qui façonna sa compréhension de ce qu'était réellement le monde des motards eut lieu lors de l'anniversaire d'un chapitre en North Carolina, organisé dans un bar construit à partir d'une remorque double. Plusieurs clubs étaient présents ce soir-là, y compris des organisations plus notoires. En tant que prospect, il passa toute la soirée à apporter des boissons, gérer les situations et supporter les brimades sans se plaindre. Une fois la soirée terminée, il comprit quelque chose qu'aucune observation extérieure n'aurait pu lui apprendre. Soit vous êtes fait pour cette vie, soit vous ne l'êtes pas. Les Booze Fighters fonctionnaient également différemment du monde des One Percenters en ce qui concernait les femmes. Le fondateur lui-même était un chauffeur de camion marié et père de 3 enfants. Les femmes participaient aux événements et aux sorties dans le cadre de la culture familiale du club, tandis que les clubs qui avaient repris la réputation des Booze Fighters
pour bâtir des empires criminels considéraient les femmes comme des possessions. Le contraste ne pouvait pas être plus évident. Un club de buveurs avec un problème de moto. Cette expression leur convenait en 1946 et elle leur convient encore aujourd'hui. Mais ce qu'elle cache, c'est ce qui a permis au club de survivre pendant 8 décennies. 2 générations d'anciens combattants, un film hollywoodien et une photographie mise en scène qui s'est imposée dans l'histoire par le mensonge. L'alcool et les motos n'ont jamais été l'essentiel. La fraternité l'a toujours été. Et il s'est avéré que la fraternité pouvait voyager. Hollywood roule. Avec eux, au moment où les Booze Fighters entrèrent dans le 21e siècle, le club était devenu quelque chose que personne au All American Bar en 1946 n'aurait pu imaginer. Des chapitres s'étendant au-delà de la Californie, au-delà du sud-ouest américain et même au-delà des États-Unis. Et au cœur de cette expansion se trouvait un homme qui avait incarné l'un des méchants les plus emblématiques de l'histoire d'Hollywood et qui avait décidé que les Booze Fighters étaient exactement l'endroit où ils devaient être. Robert Patrick est surtout connu pour avoir incarné le T-1000 dans Terminator 2 Judgment Day. Cet assassin en métal liquide qu'il était impossible d'arrêter, impossible de raisonner, et dont l'interprétation fit de Patrick l'un des visages les plus reconnaissables de l'histoire du cinéma de science-fiction. Il avait travaillé sans interruption à Hollywood pendant 3 décennies et disposait de toutes les possibilités quant à la manière de passer son temps en dehors des studios. Il choisit les Booze Fighters. Patrick était le président du Chapter Cent 1 à Santa Clarita, en Californie. Il roulait à moto depuis des décennies et rejoignit le club parce que les valeurs sur lesquelles il avait été fondé en 1946 étaient les mêmes que celles selon lesquelles il avait toujours vécu. La différence entre Patrick et la longue liste de célébrités qui se sont associées à la culture motocycliste uniquement pour l'esthétique, la photographie ou la couverture d'un magazine est simple. Patrick roulait. Il réparait ses motos. Il participait aux activités du chapitre non pas comme invité, mais en tant que président. Il portait l'écusson parce qu'il l'avait mérité. Il poussa son engagement encore plus loin en devenant copropriétaire d'une concession Harley-Davidson à Santa Clarita. Intention, il voulait créer un lieu de rassemblement pour les motards, un endroit consacré à la moto et aux personnes qui l'aiment, plutôt qu'à la simple transaction commerciale. Patrick joua également dans Sons of Anarchy le rôle de Les Packers, président du chapitre de San Bernardino d'un club de motards fictif. Un homme incarnant le président fictif d'un club de motards dans l'une des séries télévisées les plus regardées d'Amérique, tout en étant simultanément le véritable président d'un chapitre réel d'un club de motards dans le même état. Dans son cas, la frontière entre la fiction et la réalité disparut complètement, et la réalité s'avéra plus fascinante que tout ce que les scénaristes avaient pu imaginer. Il recherchait ce que Wino Willie Faulkner cherchait au All American Bar en 1946. Un groupe de personnes qui aimèrent la route et qui donnaient un véritable sens à leurs paroles. L'assassin en métal liquide le plus redouté de l'histoire du cinéma trouva cela dans un club qui se décrit comme un club de buveurs, avec un problème de moto. Le fondateur passe le relais et l'héritage se fragmente. Au début des années 1990, les Booze Fighters étaient devenus quelque chose que la conversation fondatrice dans la Studebaker de Jack Lilly n'avait jamais anticipé. Des chapitres répartis dans tous les États-Unis, avec une histoire que Hollywood avait transformée en mythe et que 2 générations d'anciens combattants avaient vécu de l'intérieur. Mais cette croissance produisit les mêmes complications chez les Booze Fighters que dans toute organisation qui s'étend au-delà du cercle des hommes qui l'ont fondée. Le principal désaccord portait sur l'identité, ce que le club était censé être et qui avait le droit d'en décider. Et l'homme qui avait la réponse la plus évidente à ces 2 questions regardait ce qu'il avait construit devenir quelque chose qu'il ne reconnaissait plus complètement. En 1993, Faulkner vendit pour $1 ses droits sur le chapitre fondateur de Californie et quitta son poste de président. Ce prix était volontaire. Le club qu'il avait fondé dans un bar, à partir d'un nom crié par un inconnu, n'avait jamais été une question d'argent ou de propriété.
et ce dollar était sa manière de le dire une dernière fois avant de se retirer. Les deux hommes qui prirent le contrôle après lui furent ensuite accusés par Faulkner et ceux qui lui étaient restés fidèles d'avoir transformé les Booze Fighters en une organisation à but lucratif qui avait abandonné la philosophie fondatrice. Faulkner avait remis le club personnellement et de bonne foi, mais ce qui suivit ne correspondait pas à ce qu'il avait voulu. Puis l'un de ces deux hommes mourut, et la question de savoir ce que le club devait être devint impossible à résoudre par les moyens habituels de la politique interne du club. Faulkner tenta de racheter le club au milieu des années 1990. Mais cette tentative échoua. En 1996, il exprima publiquement sa frustration dans un article publié dans le magazine Thunder Press, où il traça une ligne claire entre deux visions des Booze Fighters qui divergeaient discrètement depuis des années, et rendit cette divergence visible à tous ceux du monde de la moto qui y prêtaient attention. Cette même année, un groupe d'anciens membres restés fidèles à la vision originelle de Faulkner fonda un nouveau club appelé Wino's Crew, avec sa bénédiction. Leur objectif déclaré était de préserver la mémoire et l'esprit des chapitres originaux des Booze Fighters. Le nom à lui seul révélait où se situait leur loyauté. Mais Faulkner ne vit jamais comment ce conflit se termina. 4 jours après avoir déclaré à un journaliste du San Francisco Chronicle qu'il avait hâte de descendre à Hollister pour célébrer le 50e anniversaire et qu'il comptait y rester jusqu'à la fin de la fête, William Clyde Faulkner Jr. mourut d'une rupture d'un anévrisme de l'aorte au Santa Rosa Memorial Hospital le 23 juin 1997. Il avait 76 ans. Le défilé dans les rues de Hollister qu'il prévoyait de conduire eut lieu sans lui. Avant de mourir, il avait laissé par écrit son dernier message à la communauté des motards. Voici ses paroles exactes. Alors que nous avançons maintenant ensemble dans cette dernière étape de notre voyage sur Terre, nous devons nous rappeler que la destination n'a jamais été en question, mais que le voyage pour y parvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs, nos souvenirs, nos amis et notre famille. Il n'y a rien de plus beau que cela. Roulez libre, soyez aimés, et que Dieu vous bénisse. L'homme qui avait fondé un club dans un bar, parce que le pays pour lequel il s'était battu ne lui faisait aucune place, avait passé 50 ans à prouver que l'endroit dont il avait besoin, il pouvait le construire lui-même. En 2009, une plaque commémorative fut installée à Hollister en son honneur, près des rues où le rassemblement de 1947 avait eu lieu et où la photographie mensongère avait été mise en scène. Mais la fracture laissée par sa mort ne se referma pas avec une plaque historique. 14. 3 membres des Booze Fighters furent blessés par balle lors d'un affrontement avec Wino's Crew pendant le Hollister Rally. Les deux clubs qui affirmaient tous deux représenter le véritable esprit de Wino Willie Faulkner se tiraient dessus lors de l'événement organisé en mémoire du week-end qu'il avait rendu célèbre. L'homme qui avait déclaré à un juge en 1947 qu'il n'avait jamais écouté sa femme et qu'il ne comptait pas commencer, aurait certainement eu quelque chose à dire à ce sujet. Mais il n'était plus là pour le dire. L'héritage. Au début de l'année 2006, un groupe de passionnés français de moto qui se faisait appeler le Booze Fighters Tribute Group prit contact avec un chapitre de Northern California. Ils roulaient ensemble depuis des années sous ce nom, parce que l'histoire de Wino Willie Faulkner, du All American Bar et du week-end de Hollister avait traversé l'Atlantique et était arrivée en France avec le même respect qu'elle inspirait en Californie. En mai de cette année-là, un responsable californien rendit visite au groupe français et les premiers liens de fraternité furent établis. En octobre 2006, 7 membres français firent le voyage jusqu'au Texas pour rendre visite aux Booze Fighters lors de leur rassemblement national. Les Américains les surnommèrent The Magnificent Seven. Au cours de cette visite, avec l'approbation de Verno Trey, qui se trouvait dans la Studebaker de Jack Lilly en 1946 et qui était toujours présent 60 ans plus tard, le groupe français reçut l'autorisation de devenir prospect. Le 28 octobre 2006, les écussons officiels leur furent remis au Texas
et le Chapter 74 devint le premier chapitre des Booze Fighters en dehors de l'Amérique du Nord. Le fait que l'un des membres fondateurs d'origine fût encore la personne dont l'approbation comptait lorsque le club traversa l'Atlantique, 6 décennies après sa création, est l'un des détails les plus remarquables de toute cette histoire. La génération fondatrice n'était pas un mythe, elle était toujours présente. Après le Chapter 74, l'expansion internationale s'accéléra rapidement avec l'ouverture de chapitres en Australie, au Canada, au Japon, aux Philippines, en Corée du Sud, en Italie, en Allemagne et en Belgique. Un club qui avait commencé avec 16 anciens combattants dans un bar de Los Angeles comptait désormais des membres sur 4 continents. Tous arrivés par la même porte que chaque membre avait franchie depuis 1946. Un ami qui roulait à moto, une invitation à venir avec eux, un écusson qui devait être mérité. Les clubs One Percenter, que l'image des Booze Fighters inspira accidentellement à Hollister, se développèrent à l'international grâce au marché de la drogue, au contrôle des territoires et à la violence nécessaire pour protéger les deux. Les Booze Fighters, eux, se développèrent à l'international sans rien de tout cela, parce que la fraternité n'a pas besoin d'un territoire à défendre. Elle exige seulement que les hommes qui s'en réclament y croient sincèrement. C'est cela qui a voyagé. C'est cela qui continue de voyager. En janvier 2025, le Chapter 72 fit un don de 5 500 $ à la soupe populaire de Greater Wheeling, West Virginia, marquant ainsi sa 14e année consécutive de contribution. La course annuelle Barstow to Vegas dans le désert continue de relier les chapitres au-delà des frontières des États comme elle l'a toujours fait. Ce ne sont pas les activités d'une organisation de hors-la-loi. Ce sont les activités d'une fraternité qui prend au sérieux les responsabilités qu'implique la fraternité. We Know Willie Faulkner traversa une barrière lors d'une course à El Cajon en 1946 et fut expulsé du seul club de motards auquel il avait jamais appartenu. S'il était resté sobre cet après-midi-là, rien de ce qui suivit ne se serait produit. Mais il ne resta pas sobre. Et ainsi, un nom crié par un inconnu dans un bar, une nuit où le vin était épuisé, devint le fondement de toute la mythologie du motard hors-la-loi américain. Les Hells Angels, les Outlaws, les Bandidos. Chaque club One Percenter ayant existé quelque part dans le monde peut retracer son héritage jusqu'à un homme ivre, incapable de rester tranquille lors d'une course de moto. Ils se faisaient appeler les Original Wild Ones. Ils avaient une raison. Ils n'étaient simplement pas sauvages de la manière que... Imaginez. OWOF. Original Wild Ones Forever. We Know Willie Faulkner construisit les Booze Fighters à partir d'une conversation dans un bar et les vendit pour $1 47 ans plus tard. Entre ces deux moments, il créa accidentellement la mythologie sur laquelle les clubs de motards les plus dangereux du monde bâtirent leurs empires criminels. L'un de ces hommes poussa cette mythologie plus loin que quiconque dans l'histoire des motards européens. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir de qui il s'agit.